Et d'ailleurs, dans terrorisme intellectuel, il y a le mot terreur. Moi, je le rappelle. La Révolution française, c'est à la fois 1789, les droits de l'homme, etc. Mais c'est aussi 1793, c'est la terreur. C'est je coupe la tête de celui qui ne pense pas comme moi. Voilà. Ça, c'est l'ultime rupture. Oui, c'est l'ultime rupture, oui. Mais le terrorisme intellectuel, au fond, c'est ça. C'est l'idée, tu ne penses pas comme moi, alors je ne te coupe pas la tête, mais je te coupe la parole. Je te coupe la parole. Tu n'as plus le droit de parler. C'est l'idée qu'il y a des citoyens qui sont légitimes et d'autres citoyens qui ne sont pas légitimes. Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau numéro de Contact. Pour ceux qui nous regardent, qui nous voient, vous comprendrez que nous sommes dans un autre studio que celui dans lequel vous avez l'habitude de nous voir. Alors, il y a des travaux tout à côté pour quelques épisodes. On sera donc ici plus grandement. Avec à mes côtés, Jean Sévilla. Bonjour. Bonjour. Je précise que vous êtes journaliste, que vous avez été pendant longtemps rédacteur en chef adjoint du Figaro Magazine, auteur à succès, historiquement correct en est un exemple en 2003, best-seller, mais surtout, dans le cas qui nous intéresse, les habits neufs du terrorisme intellectuel, je le montre à l'écran, une édition qui est augmentée, actualisée de ce qui avait été publié il y a aujourd'hui 25 ans, Le terrorisme intellectuel. Bienvenue à l'émission. Bien, merci. C'est donc dire que s'il y avait, au tournant des années 2000, la question du terrorisme intellectuel qui pouvait nous hanter, 25 ans plus tard, c'est encore vrai. Malheureusement, la question ne s'est pas éteinte, en effet. Alors, en 2000, j'étais peut-être un peu pionnier sur le sujet. On n'était pas très nombreux à écrire, à réfléchir sur l'utilisation du politiquement correct et de ce que j'ai appelé le terrorisme intellectuel. Alors maintenant, j'arrive, non pas après la bataille, mais alors qu'il y a déjà une bataille en cours. Voilà. Donc, j'ai voulu faire le point, 25 ans après. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Quelles sont les constantes? Quelles sont les nouveautés? Et c'est l'objet de ce livre qui reprend le livre de 2000, un petit peu diminué, parce qu'il ne fallait pas faire trop long. Et puis avec 8 chapitres inédits, nouveaux, qui racontent l'histoire du terrorisme intellectuel de 2000 à nos jours. Mais ce qu'on peut aussi comprendre, pour ceux peut-être qui ne s'étaient pas fait la réflexion ou qui n'étaient pas allés assez loin dans le passé pour voir comment fonctionnait cette mécanique, c'est que l'annulation, pour parler franglais, ça existait bien avant le mouvement woke. L'idée de faire taire ceux qui disaient ce qui était peut-être hors des clous ou considéré comme déficient comme pensée, ça s'est fait bien avant qu'on invente la méthode aujourd'hui. Parce qu'on ne l'a pas inventé, justement. On ne l'a pas inventé. En effet, c'était d'ailleurs l'objet de mon livre paru il y a 25 ans, c'est de faire une histoire du terrorisme intellectuel, parce que je suis journaliste et je suis aussi historien. Et donc, il fallait replacer ça dans un contexte. Et j'ai voulu montrer qu'il y a un mécanisme qui s'est mis en place en France, après la Seconde Guerre mondiale, pour être un petit peu plus précis, au moment où le Parti communiste en France exerçait une position hégémonique dans le monde intellectuel, dans le monde universitaire. Beaucoup d'intellectuels français étaient communistes, et ceux qui ne l'étaient pas, il fallait qu'ils se cachent. Enfin, il y avait bien sûr des conservateurs, mais enfin, ils étaient vilipendés. Puis en plus, en France, il y avait la question une partie de la droite avait été vichiste, soutenue de Marshal Pétain, donc il y avait compromise. Voilà, donc encore que le vichisme, ça représente toutes de nombreuses catégories. Il y avait même eu des résistants pétainistes. C'est assez compliqué, assez complexe comme concept. Et Éric Zemmour et Robert Paxton, ou la lecture que fait Zemmour de Paxton nous a permis de comprendre que sur l'histoire de Vichy, il y avait plusieurs coloris, disons. Voilà, on peut dire cela comme ça, voilà. 50 coloris de gris. Voilà. Mais toujours est-il que voilà, donc on était dans ce contexte-là, où avec une droite complexée, une gauche toute puissante dans le monde intellectuel en tout cas, pas forcément électoralement, encore que le Parti communiste, dans l'après-guerre, représentait un quart de l'électorat français. C'est considérable. Et donc, les communistes ont mis en place un système que j'ai appelé le terrorisme intellectuel, qui consistait, vous venez de le dire, à annuler, à faire effacer son contradicteur en lui collant une étiquette infamante. Alors, sur quoi ont joué les communistes? Sur le fait, qui est très simple, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y avait le camp du bien et le camp du mal. Le camp du mal, évidemment, c'était Adolf Hitler. Il fallait vaincre le camp du mal. Je suis premier à le penser. Il n'y a pas d'ambiguïté sur ce sujet. Mais évidemment, comme l'URSS était contre Hitler, on
on a mis l'URSS et le communisme dans le camp du bien. Alors, c'est un paradoxe parce que, évidemment, le peuple russe a payé chèrement sa participation à la Grande Guerre mondiale. Très chèrement, non, c'est évident. Et je respecte et je m'incline devant ce sang versé. Mais il y a un paradoxe, c'est que le système soviétique était un système totalitaire lui aussi. Donc, il y a un totalitarisme qui a combattu l'autre. Je pense que le totalitarisme hitlérien devait être vaincu, donc tant mieux. D'autant que dans l'histoire, il y a ce détail qui n'en est pas un, que le Parti communiste soviétique était complice au début, puisqu'avec le pacte Molotov-Ribbentrop, ils se sont entendus pour ne pas se faire la guerre, sachant qu'on achetait peut-être du temps, mais néanmoins. Et le Parti communiste français et les partis communistes en général étaient forcés à ce mensonge de circonstance, mais qui a quand même pesé lourd. Et c'est un mensonge. C'est un mensonge, en effet. Vous faites très bien de le rappeler. Donc, à l'été 1939, il y a eu un accord entre Hitler et Staline, en l'occurrence Ribbentrop-Molotov, comme vous venez de le rappeler, les ministres des Affaires étrangères. Mais enfin, donc, une entente entre l'Allemagne nazie et l'URSS qui n'a cessé qu'en juillet 1941, quand le Troisième Reich a attaqué l'URSS. Et les partis communistes en Occident ont accepté, qui à l'époque étaient totalement inféodés à l'URSS, au Comintern, ont totalement accepté cette politique dictée par Staline, par l'appareil communiste mondial. Et donc le Parti communiste français a approuvé le pacte Hitler-Staline à l'été 1939, ce qui lui a valu d'être interdit, non pas, contrairement à ce que les gens croient souvent, non pas par le Vichy, mais par la Troisième République. C'était un gouvernement républicain qui a interdit le Parti communiste. Et en juin 1940, ça aussi on n'en parle pas, les communistes ont essayé de faire reparaître l'Humanité, le quotidien communiste, ont discuté avec les autorités allemandes. Bon, ça a échoué. Et puis ensuite, dans la pratique, les communistes ne sont entrés dans la résistance qu'en 1941, quand l'URSS a été attaquée par l'Allemagne. Sans pour autant donc que cette parenthèse de compromission, disons-le, n'affecte leur capacité au magistère intellectuel après la Deuxième Guerre mondiale. Exactement, parce que là, ils ont effacé cette page sombre, je dirais, de 39, 1940, 1941, et puis ils ont joué après sur le rôle de la résistance, qui est indéniable. Alors, en majorant les chiffres, parce qu'on parlait du parti des 75 000 fusillés, ce qui est un mensonge historique, puisqu'il y a eu en tout, en France, à peu près 15 000 fusillés par les Allemands, toutes tendances confondues politiques ou religieuses ou autres, ce qui est déjà considérable. Bon. Mais enfin, armés de ce mensonge, les communistes ont imposé, nous avons donné notre sang, nous avons été les premiers à combattre le nazisme, et donc nous sommes nous avons été l'âme de la résistance. Et donc c'est armé de ce magistère moral qu'ils ont imposé leur hégémonie dans le monde intellectuel français. Intéressant parce que, évidemment, par extension, ça affecte aussi ce que l'histoire retient jusqu'à ce qu'on corrige l'histoire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les communistes avaient payé un prix disproportionné pour leur participation à la résistance, ce qui rachetait une partie peut-être justement de cette parenthèse plus sombre. Or, c'était pas vrai, c'était mensonge. C'était un mensonge. Alors, cela dit, il y a eu évidemment des victimes communistes importantes. Le Parti communiste a joué un rôle tout à fait important dans la résistance. Alors, avec aussi des arrière-pensées politiques, parce qu'ils avaient quand même un petit peu l'idée, maintenant il y a beaucoup de travaux d'historiens qui ont sur cette question, il y avait quand même l'idée, ils ont caressé l'idée de prendre le pouvoir en France, au moment de la libération. C'était sans compter sur De Gaulle. Voilà, mais c'était sans compter sur De Gaulle qui a bloqué le mécanisme, en effet. Mais qui aussi, adepte de la realpolitik. Voilà, realpolitik, c'est entendu, a fait de la politique, et c'est entendu, a fait des accords, d'aucuns diront des compromis, avec les communistes, avec l'URSS, De Gaulle a fait de la politique. Pour arriver peut-être aussi à penser les blessures et faire avancer la France. Voilà. Alors, avant qu'on aille plus loin, parce que là, on est dans l'histoire, je ne dirais pas ancienne, mais importante néanmoins pour comprendre le monde d'aujourd'hui, vous avez fait le choix de mettre 2 citations en amorce de votre livre, et je prendrai quelques secondes pour les déplier parce qu'elles disent beaucoup. Je commencerai avec Orwell, il y a là quelque chose d'évident. « Il est des idées tellement absurdes que seuls des intellectuels peuvent y croire. » J'adore cette citation parce que d'abord c'est une forme d'humour et d'ironie extraordinaire, mais c'est vrai. Enfin, les intellectuels ont parfois et souvent même
à force d'être dans le ciel des idées, sont souvent hors sol. Donc des idées qui sont totalement déconnectées du réel. Et dans l'idéologie, dans toute idéologie d'ailleurs, il y a cet aspect-là. On est dans le ciel des idées, dans l'éther des idées, mais ça ne colle pas au réel. Et donc... qu'on peut imposer au réel d'ailleurs. Mais qu'on cherche à imposer. Et donc en violentant la nature, en violant le réel, bien entendu. Alors la deuxième, et ça m'amènera à un thème que j'ai comme récurrent depuis quelques mois sur le réel, il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Peggy, peut-être justement parce que l'idéologie peut corrompre notre capacité à distinguer le réel. Il y a peut-être quelque chose dans la phrase de Peggy ici qui parle à notre capacité moutonnière, peut-être aussi, à ne pas voir le réel. Bien sûr, Peggy, c'est-à-dire que l'idéologie est un masque qui change le regard, qui change la parole aussi, change le sens des mots. Et donc, on peut ne pas voir ce qu'on voit, c'est-à-dire que en réalité, on regarde, mais avec des yeux qui sont vides, avec des yeux qui sont faussés, enfin, les idéologues. Et donc, Peggy, dans cette phrase très profonde, nous appelle à la lucidité, c'est-à-dire à vraiment aller au fond des analyses, et à ne pas être dupe du mensonge, à être au contraire en permanence des quêteurs de vérité. Alors j'aurais voulu que Peggy soit davantage entendue. C'est un thème récurrent et je m'en excuse pour ceux qui sont avec nous régulièrement, mais pour moi, c'est un point tournant important dans la dernière année. C'est l'entêtement que nous avons collectivement eu, et particulièrement la classe médiatique, à nier qu'il y avait quelque chose qui clochait avec le président Biden. Cette idée que c'était de la fake news, que c'était malveillant, que c'était de poser un diagnostic alors que nous n'avons pas la compétence. Or, nos yeux nous faisaient voir ce que l'on voyait. Il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Ce n'est pas un jugement qui était rendu sur la bonne volonté du personnage, mais c'était certainement le réel qui s'exprimait et que pourtant on a nié très longtemps. On a nié, oui, ne fût-ce que d'une manière la plus simple qui soit. Enfin, les absences physiques. Enfin, Joe Biden puisqu'il est toujours de ce monde, le malheureux, un homme fatigué, usé, et on voyait bien. Enfin, combien on a eu de vues, de photos, de vidéos, on voit, il est absent physiquement, quoi. Je veux dire, il est perdu, c'est un vieillard, quoi, un vieillard qui commence un peu à perdre l'esprit, mais personne ne voulait le voir. Et sur les réseaux sociaux, évidemment, il y avait des gens qui le disaient, mais ça ne s'imprimait pas, il fallait pas le dire, c'était pas convenable. Ça s'imprimait pour ceux qui voyaient le réel, mais ça ne s'imprimait pas dans le discours accrédité. Or, il y a eu une espèce de négation immédiatement après le fameux débat du 28 juin, si ma mémoire est bonne. Et là, soudainement, tout d'un coup, tout le monde comprenait. Mais en faisant l'impasse sur le passé. Alors, si ce n'est pas un mensonge, c'est une capacité grande de cécité volontaire. Qui, en effet, pose des questions extrêmement... dans une démocratie, dans des démocraties, dans des régimes qui ne sont pas des régimes totalitaires. C'est-à-dire que les opinions démocratiques, enfin dans les pays démocratiques, les opinions peuvent être conduites de façon moutonnière comme elles le sont dans les systèmes totalitaires. C'est ça qui est très inquiétant. Alors, si vous aviez aujourd'hui à définir, on l'a un peu fait d'entrée de jeu, mais ce que serait le terrorisme intellectuel par opposition à ce que nous associons évidemment à la violence terroriste traditionnelle. C'est une violence qui est beaucoup plus symbolique, mais quelle en est la mécanique? Et si vous aviez à faire une description efficace, quelle serait-elle? Alors, de manière très simple, on va dire que le terrorisme intellectuel, c'est un système qui consiste à éviter les débats de fond sur les sujets politiques et sociaux qui engagent l'avenir, en discréditant celui qui porte telle ou telle idée. C'est-à-dire qu'au lieu de discuter du contenu du discours de quelqu'un, on va lui coller une étiquette qui est une étiquette infamante, délégitimante, ça lui ôte le droit à la parole dans le débat public. Alors on va dire, monsieur Untel est un fasciste, monsieur Untel est un réactionnaire, monsieur Untel est un colonialiste, monsieur Untel est un homophobe, etc. etc. On va trouver 50 étiquettes comme ça, et c'est une façon de ne pas écouter ce qu'il dit, et de ne pas écouter ce que ont envie d'entendre les gens qui le suivent. C'est le cas pour certains hommes ou femmes politiques. Alors,
ceux qui sont avec nous depuis quelques minutes auront compris que dans l'exercice que vous faites, vous montrez davantage du doigt cette capacité à faire taire qu'a eu et qu'a peut-être encore ce qu'on appellera ou ce qu'on appelait la gauche à l'endroit de penseurs plus conservateurs. Mais est-ce que la logique fonctionne dans l'autre sens? C'est-à-dire, est-ce que les commentateurs, journalistes, bonimenteurs de droite ont su aussi poser ou apposer des étiquettes pour faire taire leurs adversaires? Alors, c'est arrivé dans l'histoire. Il peut y avoir en soi, le terrorisme intellectuel n'est pas intrinsèquement... C'est pas un monopole. C'est pas un monopole et c'est pas intrinsèquement de gauche. Il se trouve qu'il y a eu dans l'histoire des exemples de terrorisme intellectuel de droite, on va dire. On va prendre ces exemples assez classiques aux États-Unis. Le macartisme. Voilà. Dans les années 1950, tout communiste et toute personne susceptible d'une proximité avec le communiste et soi-même communiste était un traître à la nation américaine, etc., etc. C'est ainsi qu'on a discrédité, cassé les carrières de gens qui étaient peut-être de gauche, mais qui n'étaient pas des communistes et sûrement pas des traîtres à la nation américaine. Voilà. Donc le terrorisme intellectuel de droite, en soi, peut exister. Mais il se trouve que moi, je suis français, historien, et j'analyse une situation qui est la situation de la France. Si vous voulez. On ne l'a pas mis dans le titre de mon livre, mais c'est le terrorisme intellectuel en France, si vous voulez. Et c'est schématiquement de 1945 ou 1950 à aujourd'hui. Mais c'est une mécanique qui peut se déplacer ailleurs. C'est-à-dire que une mécanique qui peut se déplacer cette ailleurs. Gauche conquérante n'est pas que française. Absolument, ça, c'est évident. Mais il se trouve que en France, mais c'est le cas dans beaucoup de démocraties occidentales, il y a dans le monde intellectuel une prépondérance des idées, on va dire, progressistes, de gauche. Ouais. Cette idée que l'homme est au fond naturellement bon et que c'est la société qui le corrompt. Très rousseauiste. C'est Rousseau, absolument. C'est cette idée que, au fond, les frontières sont faites pour être franchies, qu'aucune identité n'est durable, que l'idéal même est de changer d'identité, que l'idéal c'est la fusion, le mélange, le métissage, etc. Il y a cette espèce de sauce idéologique. On la trouve aux États-Unis, on la trouve au Canada, on la trouve en France, on la trouve en Grande-Bretagne, on la trouve en Allemagne. Vous voyez, on parle de 2025 ou de 1968? Je parle de 2025, mais alors nous sommes 1968 est une date charnière dans l'histoire des idées pour moi, dans l'histoire des idées. Parce que la source dont vous parlez, est-ce qu'elle commence à se... Alors, elle était déjà née avant. Il y a un progressisme, je vous le dis, les années du stalinisme pur et dur du communisme en France, c'est d'avant 68 par définition. Mais la pensée 68 a profondément marqué tout le monde intellectuel occidental. Les penseurs de la French Theory qui ont travaillé, qui étaient des Français, qui ont travaillé aux États-Unis, ont marqué le monde américain au sens large, y compris après tout, la révolution tranquille canadienne porte aussi une part de mai 68. Hein. Il y a ça aussi, c'est un mélange plus complexe, je sais bien, mais enfin, il y a ça aussi. Donc, pour nos auditeurs, je dirais la révolution tranquille québécoise plutôt que canadienne. Excusez-moi, vous avez raison. Ne vous excusez pas. Vous avez raison d'être précis. Mais comme je suis français, on a parfois tendance à être un peu rapide, mais vous avez parfaitement raison. Donc, cette révolution tranquille qui est beaucoup inspirée par cette libération des mœurs, par cette accélération, cette volonté progressiste, qui en tout n'est pas d'ailleurs mauvaise, change pour le meilleur. L'histoire du Québec à un moment où on sortait, nous, de ce qu'on appelait la très grande noirceur ou la grande noirceur. Il n'y a certainement pas que du mauvais associé à cette révolution, qui n'est pas que des mœurs d'ailleurs, c'était aussi une façon de voir le monde. Mais vous le dites, c'est un moment, point de bascule, quoi. C'est un point de bascule, oui, c'est un point de bascule. Alors le point de bascule, pour moi, il est philosophique. C'est que la pensée 68, c'est le triomphe de l'individualisme. Pour faire très très court et prendre une formule un peu simple, mais je pense éclairante, je dirais qu'avant 68, on pensait que l'individu devait quelque chose à la société. Et après 68, on pense prioritairement que la société doit quelque chose à l'individu. L'individu devient la valeur suprême, à partir duquel tout s'ordonne. Chaque individu construit son système de valeurs, son système de référence, il construit sa vie comme il le veut. Alors on peut dire qu'il y a du bon là-dedans, oui, d'accord, mais enfin, l'homme est un animal social, nous a appris Aristote, c'est de la vieille philosophie politique. Et donc, toute société doit avoir des normes, des règles. Et une société qui n'obéirait qu'à autant de règles qu'il y a d'individus, cette société serait une société anarchique. Donc, il y a forcément des contraintes. La vie sociale suppose des contraintes et des renoncements de l'individu à une part de soi-même. Donc, en 8 petites années, l'appel de John F. Kennedy lorsqu'il prête serment, quand il dit
il ne faut pas se demander ce que l'État peut faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire pour la collectivité. Je traduis de façon, non pas tout à fait littérale, mais je donne le sens de la déclaration. En 8 petites années, cet esprit s'est évaporé. Il s'est évaporé absolument. Et on a cet esprit-là qui se développe aux États-Unis d'Amérique, qui se développe au Canada, qui se développe au Québec, qui se développe en Europe. Cette révolution-là, on l'a vu en Angleterre, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu en France, on l'a vu en Italie. Il y a vraiment une grande vague de libération de l'individu. Alors, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que vous faites un lien, alors là je fais de très grands sauts, mais un lien direct entre la révolution de 68 et la révolution trans des dernières années? Révolution parce que c'en est une, c'est-à-dire qu'on... Et je comprends parfaitement que ceux qui ressentent ce besoin de ce qu'il faille faire dans leur biologie quelque chose pour être en adéquation avec ce qu'ils perçoivent être leur genre, je conçois très, très bien que ça soit possible, mais on peut quand même parler de petites révolutions dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un lien à établir donc entre 68 et ce qui, pour plusieurs, reste aujourd'hui extraordinairement mystérieux? Ah, il y a un lien, le lien est total, évident, ça c'est évident. À partir de sa solitude, à partir du moment où on construit soi-même son système de valeurs, on construit aussi sa sexualité, je dirais. Sa biologie. On construit d'abord sa sexualité, et ensuite on est venu à partir du moment où le gender arrive, cette théorie-là, on distingue la sexualité, enfin je dirais le biologique du mental en quelque sorte, et on se pose des questions. Voilà. Alors, je ne doute pas qu'il y ait des gens qui aient des problèmes d'identité sexuelle et je pense que ces gens, il faut les aider sur le plan psychologique, médical, c'est évident. Hein, je n'ai aucun mépris pour ces gens-là. Mais est-ce qu'il faut faire, alors que c'est quand même objectivement une minorité dans la société, est-ce qu'il faut bouleverser les lois? Est-ce qu'il faut bouleverser des règles ontologiques millénaires pour aider quelques personnes à régler leurs problèmes? Je n'en suis pas certain. Parce que je pense qu'on va créer plus de dommages, on crée plus de dommages qu'on ne va aider les gens. Mais d'aucuns vous rétorqueront que ce n'est pas quelques personnes, mais que la force de l'oppression a fait en sorte que beaucoup de gens ne se posent pas la question. Ça, je n'y crois pas. Je veux dire, on a eu... moi j'ai aussi du respect pour les homosexuels, mais je veux dire, je ne crois pas non plus que les homosexuels ont vécu pendant des années, des centaines d'années, sous une forme d'oppression. Il y avait une forme de peut-être d'hypocrisie de la société, mais enfin... Et de pression. En Angleterre, c'était quand même interdit, illégal, et on pouvait faire de la prison. C'est quand même une oppression. On va me citer Oscar Wilde, je sais bien. Non, je ne vais pas vous... Mais c'est une évidence que si on doit se cacher parce que... Moi, j'ai étudié la question en France, on s'est aperçu... Mais je disais, je ne veux pas avoir l'air de dire « chargeons les homosexuels », c'est pas du tout ce que je pense, vous voyez. Mais j'ai observé, en tant qu'historien, moi j'avais travaillé un peu sur la question, au moment de la question du mariage pour tous, le nombre de gens qui ont été réellement poursuivis pour homosexualité en France est dérisoire. Les gens... Et même sous la justice d'avant la Révolution, d'Ancien Régime, quand il y avait des affaires comme ça, en fait, les gens étaient poursuivis parce qu'il y avait des affaires criminelles qui étaient liées à ça. Et c'est peut-être plus le crime qui était lié que la question des mœurs. On va pas centrer non, votre du tout. Mais entre là-dessus. vous et moi, s'il y a un risque, si on est passé de prison pour... mais moi, je souhaite qu'on mette personne en prison. Hein, ça, c'est évident. Mais je c'est un minimum. Bien sûr, non, mais c'est évident. Voilà. Mais ne majorons pas la cruauté de la société d'autrefois. Ah, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que nous avons sur le passé un regard trop coupable? Oui, je pense qu'on a un regard trop coupable. Il y avait des formes de compassion, de miséricorde. Il y avait des œuvres qui s'occupaient dans la société d'autrefois des misères sociales, des misères psychologiques qui sont extrêmement importantes. Notre pauvre Église catholique, on charge de tous les péchés, mais il ne faudrait pas oublier que pendant des siècles, c'est elle qui s'occupait des prostituées, des orphelins, etc. Je veux dire, les œuvres sociales catholiques ont été quelque chose d'extrêmement fondamental, si vous voulez. Je dirais, il y a à une époque où il n'y avait pas de politique publique pour s'occuper des malheureux, des gens qui avaient besoin d'une aide. Voilà. Donc, il faut rappeler ça aussi. C'est pas pour dire que l'Église catholique n'a jamais eu de faute dans son histoire. Ça serait difficile à affirmer aujourd'hui. Non, mais je ne l'affirme pas. Mais je veux dire par là que quand on émet des jugements, il faut
tout mettre sur la table. Voilà, le positif, le négatif. Voilà. C'est le propre de l'anachronisme. Quand on regarde l'histoire avec les lunettes d'aujourd'hui et qu'on pose un jugement sur un monde qui n'existe plus. Mais c'est une tentation tout le temps. Ah, c'est une tentation, oui, mais il faut lutter contre cette tentation. Et ma question, donc, c'est entre mai 68 et cette Pour révolution. Moi, il y a un lien. C'est cette idée, tu construis ta vie, tu bâtis ton système de valeurs, et donc, mais on a lâché un principe, si vous voulez. Il peut aller très loin. Il peut aller très loin. Je veux dire, ultimement, je ne sais pas ce qu'on va trouver encore demain, mais on trouvera d'autres choses. Voilà. Vous m'intriguez. Je ne sais pas, parce que je suis pas devin. Donc mais on n'est pas au bout de nos surprises, selon vous. Je crains que nous ne soyons pas au bout de nos surprises. Donc, l'idée de ce que tout puisse être déconstruit, on ne serait pas arrivé au bout de l'appétit. Non, on n'est pas arrivé au bout de l'appétit, parce qu'on peut tout déconstruire, tout. Et on peut sûrement aller plus loin. Je n'ai pas envie d'essayer d'imaginer ce qu'ils peuvent encore essayer d'attaquer ou de déconstruire, parce que, non, moi je suis un homme inquiet. Je veux dire, je crois qu'une société repose sur un certain nombre de fondamentaux, et si on bouscule ces fondamentaux, si on bouscule ces repères, qui sont pas seulement anthropologiques, qui sont politiques au sens noble du terme, pas au sens partisan. C'est l'organisation de la société, la transmission, la filiation, la continuité, l'identité, qui est aujourd'hui un mot honni. Je vois pas ce que ça a d'infamant, l'identité. Tout le monde a une identité, et toute identité est en soi respectable. Mais enfin, on a des identités. Ça me paraît légitime de les explorer, de dire où s'arrête-t-elle, où commence-t-elle, en quoi me distingue-t-elle de mon voisin. C'est pas parce que je suis différent de mon voisin que je vais le haïr par ailleurs. Je veux dire, comme si définir l'identité poussait à la haine. Mais ça, c'est une idée qu'on entend aujourd'hui. C'est un argument du terrorisme intellectuel, mais c'est une plaisanterie. Je veux dire, je peux être différent de vous, monsieur. Je ne vous connais pas beaucoup. Je veux dire, entre vous, c'est pas pour ça que je vais dire, oh là là, il est différent de moi, cet homme n'est pas bien. Je veux dire, l'humanité, forcément, est complexe, elle est plurielle, mais pour connaître nos différences, encore faut-il connaître chacun ce qu'est chacun. À partir du moment où, et c'est pas une perspective ici paranoïaque que je suis en train de vous faire, mais à partir du moment où la cellule familiale est elle aussi possiblement déconstruite, à partir du moment où on délite les rapports entre les parents et leurs enfants, je ne dis pas qu'il y a un complot pour le faire, je ne le pense pas, mais on constate que, en tout cas, c'est très différent de ce que ça a déjà été, que la question de l'autorité même se pose différemment. Alors, je n'ai pas, moi, là-dessus de réponse définitive parce qu'on est en train d'expérimenter. Mais on expérimente avec, je dirais, la plus intime des cellules sociales. La politique, ça commençait dans la famille. Vous parliez tout à l'heure de politique de façon non partisane. Je vous dirais que le degré zéro de la politique, c'est la famille. Si l'unité familiale est remise en question, quand vous parlez de déconstruire, quels sont les possibles risques en cascade? Mais on les a maintenant. Alors, évidemment, c'est là où on tombe sur le terrorisme intellectuel. J'ai publié il y a une quinzaine d'années un livre qui s'appelle « Moralement correct ». Alors, c'est un sujet un peu délicat parce que ça touche à la morale. Et si vous parlez de morale, on vous traite de moraliste, ou on a l'impression que vous portez des jugements moraux, etc. Bon, c'est un sujet délicat, évidemment. Dans une société, surtout une société qui est hyper individualiste, avec cette idée que chacun a le droit de vivre comme il veut, de bâtir son système. Voilà. Maintenant, il y a des études qui sont faites pour parler de la famille, si vous voulez. Il y a des études, mais elles sont cachées. Voilà. Je veux dire. Alors, allons-y lentement. Non, lentement. Voilà. Mais il y a des études qui ont été faites précisément dans les familles monoparentales où il n'y a pas. C'est-à-dire qu'une famille monoparentale où il y a en général dans 95% des cas, c'est une femme qui est chef de famille. Voilà, qui est chef de famille. Les problèmes il y a des études qui sont faites sur le taux de réussite scolaire. Les enfants qui n'ont pas vécu avec leur père ont un taux d'échec scolaire qui est supérieur à celui des autres enfants. Là, il y a des études qui ont été faites sur la question de la délinquance. Je sais bien que ce sont des questions très délicates. Je stigmatise personne, mais il y a des études qui ont été faites on a fait des études sur le nombre de jeunes qui sont délinquants. Un très grand nombre
n'ont pas eu d'autorité paternelle chez eux. Voilà. Ce sont des faits, sont réalité. Mais alors, ce sont des faits qui sont occultés aujourd'hui. Il ne faut pas en parler parce qu'il ne faut pas avoir l'air de porter des jugements, il ne faut pas avoir l'air de critiquer. Donc, les études existent, mais il est hors de question d'en tirer des conclusions. Oui, parce que c'est sacro-saint, la liberté de chacun, la liberté individuelle, la liberté... Et donc, il ne faut pas avoir l'air de porter des jugements moraux. Moi, je ne porte pas de jugements moraux. Je veux dire, une femme qui vit seule, elle vit seule, je n'ai pas à la juger. Et pour autant, ce n'est pas nécessairement un choix non plus. Oui, c'est souvent une situation subie, c'est évident. Mais je veux dire, il y a des faits objectifs sur la façon dont les enfants sont élevés. Il y a des études de psychologues, de sociologues. Mais ces études, elles sont cachées, il ne faut pas en parler. Est-ce que c'est la même logique qui prévaut lorsqu'à Cologne, au jour de l'an, il y a plusieurs centaines de personnes qui sont agressées, pour beaucoup des femmes? Alors, ça part de quelques signalements et finalement, on arrive à combien de centaines de signalements? Je donne le chiffre dans mon livre. J'avoue que de mémoire, je suis mauvais j'ai une mauvaise mémoire pour les chiffres, mais c'est plusieurs centaines. C'est ça. Non, je crois que c'est 600, 700. C'est effrayant. Dans la même nuit, d'agression sexuelle, quoi. Et pourtant, on n'en parle pas parce que? Parce que les coupables, à 95%, étaient des hommes, des jeunes hommes issus de l'immigration, maghrébine pour Sinon, des Syriens peut-être aussi dans l'époque? Aussi, oui, mais il y avait beaucoup de Maghreb et puis des gens de Syrie, je crois, voilà. Enfin, voilà. Donc, c'est-à-dire aussi des gens originaires de pays musulmans. Donc, alors évidemment, sous prétexte de ne pas faire d'amalgame, de ne pas dire que ce n'est pas les musulmans en soi qui sont des criminels, des agresseurs sexuels, etc., ce que je ne pense pas non plus. Mais enfin, et ça n'empêche qu'une situation, quoi, la nuit de Cologne, cette fameuse nuit de Cologne, il faut analyser ce qui s'est passé et analyser si on cache une partie des facteurs qui est explicatif, eh bien on ne va pas trouver la solution. Ça ne veut pas dire que tout jeune maghrébin est en soi un violeur en puissance, évidemment pas. Mais enfin, si on nommait le fait que dans cette nuit de Cologne, il y a des jeunes hommes, les 9/10 qui se sont livrés à des agressions sexuelles étaient issus d'immigration, eh bien on cache une partie de la réalité. Est-ce que vous pouvez imaginer des vertus à ce silence choisi? Non, dans les circonstances qui sont les nôtres, où on se dirait peut-être que... Non, je crois au contraire que je vois ce que vous voulez dire. C'est pour la paix civile, vous voulez dire, il faudrait mieux pas parler de certaines choses. Mais c'est pas vrai. Ça ne fait que... Je ne pense pas. Je vous pose la question. Oui, non, mais alors, si vous le pensez, je dis vous, c'est pas vous en tant que tel, mais j'entends cet argument, c'est un argument faux. Parce qu'en réalité, les plaies que l'on n'ouvre pas, c'est l'abcès. L'abcès que l'on n'ouvre pas, quand il y a un abcès, il faut que le chirurgien ouvre et vide la plaie. Si on n'ouvre pas, la plaie, l'abcès, il ne fait que croître et s'aggraver. Voilà. Donc, les problèmes ne se résolvent pas tout seuls et les problèmes sociaux non plus. Et donc, si on ne veut pas voir la réalité, eh bien, on cache la poussière sous le tapis, selon l'expression qu'on a en France, mais rien n'avance et les problèmes ne font qu'à s'aggraver. Alors, dans le livre, Les habits neufs du terrorisme intellectuel, mais ça nous ramène à la version première, celle de 2000, dans le terrorisme intellectuel, vous rappelez que Régis Debray, en 1978, établit 3 étapes au pouvoir des intellectuels qui, des fois, sont capables à eux seuls de voir des choses qui n'existent pas dans la réalité, mais leur magistère a comme 3 incarnations. La première, qui est celle du monde universitaire, qui va plus ou moins de 1880 à 1930 ici en France. Et puis ensuite, c'est l'âge éditorial, donc les grands journaux, j'imagine, pour l'essentiel, jusqu'en 1960. Et puis, c'est l'âge médiatique de ce Canadien, Marshall McLuhan, pour beaucoup, à partir de 68 jusqu'à aujourd'hui. Peut-être un mot sur cette histoire et l'évolution, par définition, des moyens, des outils et de la possible terreur de ces différentes catégories sociales. L'université, les grands journaux, et aujourd'hui une variation peut-être des médias d'hier, le monde purement médiatique. Alors, c'est là où il faudrait, le fait d'avoir refait ce livre, enfin l'actualiser m'apparaît important parce que par rapport au tableau de Régis Debray de 1978, les choses ont changé. Son analyse en son temps, en 1970, était excellente, voilà. Mais depuis 1978, c'est passé du nouveau. C'est-à-dire que le monde médiatique, il a éclaté. En 1978, on était avec un monde médiatique très classique, avec quelques chaînes de télévision dans tous les pays, voilà, des télévisions publiques, télévisions privées.
arrivé, voilà. Ensuite, le phénomène, à partir des années 80, 90, a explosé. C'est-à-dire qu'on a des centaines de chaînes de télévision. Et puis, à partir des années 90, c'est arrivé, 90, ça paraît déjà... Très lointain. Internet, voilà, qui n'existait pas. On a oublié qu'Internet a pu ne pas exister, que nous avons tous vécu sans Internet. Ça paraît incroyable. Tous pour ceux qui ont l'âge pour le dire. Bien sûr. Parce qu'il y a des gens pour qui, évidemment... C'est dire, voilà. Mais je n'ai pas le sentiment d'être un grand vieillard. Je veux dire, j'ai une grande partie de ma vie que j'ai vécu sans Internet. J'ai été auteur de livres alors que Internet n'existait pas. Vous voyez, ça me paraît aujourd'hui préhistorique. Voilà. Bon, Internet arrive. Là, cette révolution, c'est de la pure technologie, mais ça a son importance, c'est le smartphone. On a tous dans notre poche un objet rectangulaire qui est à la fois un téléphone, une télévision, un radio, un ordinateur relié à Internet. C'est-à-dire qu'on a en permanence dans notre poche un instrument qui est en flux constant avec des milliards d'informations à travers le monde et des milliards de commentaires. Voilà. Et des millions de chaînes. Et des millions de chaînes. Voilà, c'est ce que je veux dire. Voilà, des millions de chaînes de télévision, des millions de chaînes de radio, les millions de chaînes de web, des millions de chaînes de podcasts, de sites, etc. Enfin, je veux dire, il y a une surdémultiplication des moyens d'information. Et c'est pour ça que l'ère médiatique de Régis Debray de elle a totalement éclaté. Et pour le meilleur et pour le pire. En plus, avec cette nouveauté qu'on a en France, qui existe aussi dans d'autres pays, ça venait des États-Unis, hein, c'est ce système des chaînes d'information en continu avec leur débat permanent. Moi, j'avoue que je suis un tout petit peu réticent devant le concept du débat permanent, si vous voulez, parce que le débat permanent, ça peut être aussi... Alors, ça dépend qui a comme débatteur. Mais c'est le bruit, beaucoup. Le bruit, et puis ça peut être un peu le café du commerce, si vous voulez. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que un journaliste n'est pas compétent sur tout. Enfin, moi, je suis journaliste depuis 40 ans, mais enfin, je suis pas compétent sur l'écologie, la géopolitique, la politique française, etc. Il y a des limites, vous voyez. Donc, ces débats où on demande à n'importe qui d'avoir un avis sur n'importe quoi. Qu'est-ce que vous pensez de la guerre en Ukraine? Et ensuite, après, qu'est-ce que vous pensez du cours du blé? Il y a un moment. Non, c'est pas très sérieux, il y a un moment. Voilà, bon. Pour avoir à me livrer à l'occasion de ce genre d'exercice, je vous concède que on étire un peu notre capacité d'être pertinent ou à être pertinent. Bien sûr. Mais ça m'est arrivé de mêler à ça, mais c'est le système qui veut ça, vous voyez. Mais moi aussi, je suis un peu victime, et du coup, moi, je suis pas à l'aise dans cette situation. Et je l'ai pas encore dit, mais surtout, il y a maintenant les réseaux sociaux, qui est assez récent. Hein, c'est début des réseaux sociaux, c'est les années 2010. Hein. Twitter commence vers 2011, si je ne me trompe pas, ou non, peut-être avant. Enfin bon, les réseaux sociaux, et alors là, les réseaux sociaux, alors c'est bien qu'on a un petit peu changé les formats, etc., mais au départ, sur Twitter X, c'était 240 signes. Voilà. Alors, quelle pensée profonde voulez-vous avoir, je ne sais pas, sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 240 signes, si vous voulez. Mais alors, on tweet quand même, on fait des tweets. Il y a un moment, si vous voulez, donc le réseau social, c'est aussi le règle de la punchline, de la polémique, du buzz, de la petite phrase qui va faire grimper son nombre d'abonnés, mais c'est un jeu un peu vain. Je veux dire, est-ce qu'on est vraiment à essayer de comprendre les problèmes réels dans leur complexité? Mais je pense qu'on dit une évidence qui a été de nombreuses fois répétée, donc ne consacrons pas trop de temps à ce qui, je pense, aujourd'hui est acquis pour la plupart de ceux qui nous écoutent, mais c'est une révolution qui change néanmoins la donne, c'est-à-dire qu'il y a moins d'obstacles à l'entrée et donc une polyphonie de discours. Donc, le magistère de la gauche dont vous parlez, que vous dénoncez dans le livre, est moins opérant dans un monde où d'autres voix peuvent être entendues et avoir du succès. Ce que je constate d'ailleurs aujourd'hui, et on parle beaucoup ici de ces néo-réactionnaires, c'est-à-dire ces penseurs divergents qui ont déjà été dans la bonne église, d'anciens hommes et femmes de gauche, qui aujourd'hui auraient une opinion différente et qui donc sont des néo-réactionnaires. Voilà, et qui peuvent se faire entendre parce qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée. Ils peuvent parler sur des tribunes qui n'existaient pas hier encore. C'est évident. Non, mais j'allais y venir, mais vous avez eu raison de me reprendre parce que la chose est acquise. Voilà. Mais c'est évident, les réseaux sociaux et tout cet émiettement du paysage médiatique
c'est à la fois la pire des choses et la meilleure des choses. La meilleure des choses, en effet, c'est que ça permet... Alors, la pire, c'est que ça permet... C'est des centaines de canaux, milliers de canaux pour des mensonges du politiquement correct, du terrorisme intellectuel, mais c'est aussi... Ou autre chose, de la propagande. Autre chose, de la propagande. Oui, fake news, on est d'accord. Et le bon aspect, le volant positif, évidemment, c'est que c'était une voie possible pour les conservateurs, pour la droite, et on a entendu, en effet, les néo-réactionnaires, comme vous le rappeliez, c'est des hommes, grands intellectuels français, genre Alain Finkielkraut, qui était un homme de gauche il y a 30 ou 40 ans, et qui aujourd'hui passe pour un conservateur, voire un ultra-conservateur, ce qui, pour un homme de génération, fait sourire. Si vous voulez, l'évolution d'Alain Finkielkraut. Il dit toujours être de gauche, d'ailleurs. Il dit toujours, il ne dira jamais qu'il est de droite. Michel Onfray dit la même chose. Oui, je sais bien, ils sont tous les deux dans ce cas-là, absolument. Je comprends, c'est psychologique, c'est leur racine, bon, c'est comme ça. Ce que vous dites, vous, c'est que ce sont des hommes de droite qui ne l'assument pas. Oui, de facto, il se trouve dans une situation de droite. Et il se trouve que moi, j'ai jamais été de gauche. À 16 ans, à 18 ans, j'étais pas de gauche. Voilà. Alors, vous avez compris peut-être que pour ceux qui nous écoutent, on n'avait pas à lire entre les lignes pour le savoir. Voilà. Et donc, il y a les néo-réactionnaires, et puis surtout, alors c'est ça qui paraît encore plus important. Non, les néo-réactionnaires, c'est très important, parce que ces gens qui viennent de la gauche, au départ, il leur a fallu un petit peu de temps. Alors, ils se sont fait repérer assez vite quand même par leurs petits camarades et dénoncés comme des traîtres. Mais il a fallu du temps pour qu'ils soient dénoncés. Et on n'ose pas, les terroristes intellectuels n'osent pas je dirais, les diaboliser comme les autres, parce qu'ils ont quand même cet avantage aux yeux des terroristes intellectuels de venir de la gauche, qui est quand même une sorte de mérite qui garde un petit peu ça. Et après, alors, on a vu ça à partir des années 2010, en effet, il y a tout un renouveau de la pensée conservatrice en France. Et donc, on a des jeunes essayistes, des jeunes philosophes, des jeunes historiens, des jeunes sociologues qui pensent, alors, j'irai à droite, mais c'est une étiquette dans laquelle j'aime pas être enfermé, personnellement, même si je suis de droite. Bon, mais on peut parler de conservateurs. Voilà, de conservateurs, absolument. Voilà. Et donc, il y a toute une pléiade de jeunes talents. Et dans le groupe du Figaro, pour lequel j'aurais travaillé toute ma vie comme journaliste, sur la chaîne CNews, enfin, je veux dire, sur des multiples blogs, sites, etc. Mais ce n'est pas que français, c'est-à-dire que ce renouveau existe. Moi, j'observe en France, et parce que je suis français, parce que c'est mon observation. Bon, je regarde de ma fenêtre et je vois ce que je vois, voilà. Mais je sais, pour ceux des pays européens dont je suis un petit peu l'actualité et la vie des idées, je sais qu'on a un phénomène assez semblable, voilà. Alors, si aujourd'hui, il y a davantage d'espace pour exprimer des idées qui sortent de ce qui était politiquement admis, la liberté d'expression, pour autant, n'est pas totale. Et parlons de la France, mais par extension, on pourra peut-être aller ailleurs, parce que vous soulignez assez courageusement, d'ailleurs, dans le livre, qu'en France, le cadre juridique peut être extrêmement contraignant. Et il y a des lois aujourd'hui, des lois mémorielles, qui font que l'histoire et la manière d'en parler est encadrée. Et si on en sort, on peut être disqualifié et évidemment traîné devant les tribunaux, y compris pour dérives racistes. Alors, je le conçois que c'est malheureux, mais on peut instrumentaliser dans les circonstances la loi pour faire taire au nom du racisme toute idée qui serait divergente. Absolument. Encore faut-il savoir qui est vraiment raciste et qu'est-ce qui relève du racisme. Il y a des racistes et du racisme que je condamne, donc c'est évident. Mais enfin, on instrumentalise, comme vous venez de le dire, le racisme et on incrimine de racisme des gens qui ne sont pas racistes uniquement pour les faire taire. On voit ça, il y a des historiens qui ont travaillé sur... des historiens, il s'agit de parler du XVIIIe siècle, pas de parler du monde d'aujourd'hui, mais enfin, qui ont travaillé sur la question de l'histoire de l'esclavage, par exemple. Voilà. On a le droit d'analyser le système d'esclavage transatlantique qui existait entre l'Europe et l'Amérique, les îles au XVIIIe siècle, mais
les travaux d'historiens sur l'esclavage infra-africain, c'est quelque chose dont on ne parle quasiment pas. Et je veux dire, il y a un historien africain qui a consacré un livre excellent à ce sujet-là. Son livre est occulté, voilà. Donc parce qu'il ne faut pas stigmatiser, etc. Donc il y a une sorte de ces lois mémorielles sont utilisées pour culpabiliser, toujours dans le même sens. C'est-à-dire c'est un système où c'est toujours l'homme blanc occidental qui est le coupable. Et avec cette idée fausse, au fond, la culpabilité serait héréditaire et l'innocence héréditaire. C'est-à-dire qu'on serait de père en fils coupable ou fils de bourreau ou fils de victime. Et donc forcément innocente. C'est une idée fausse. Je suis responsable de mes actes, de mes paroles. Si mon père est un criminel, ça me ferait de la peine. Il n'est plus de ce monde. Mais je veux dire, je ne suis pas responsable des crimes de mon père. Alors, je reviens à cette idée. Est-ce que cette liberté d'expression, terriblement encadrée, ne fait pas en sorte que la liberté d'expression n'est plus? C'est-à-dire qu'il y a de réelles contraintes. Il y a de réelles contraintes qui font qu'il est beaucoup plus difficile d'avoir des débats sur des sujets, je le conçois, extraordinairement sensibles. Absolument, d'autant parce que, justement, en plus, en France, la législation et l'interprétation, la jurisprudence, je dirais, de la loi, a étendu la notion de racisme aux questions sexuelles et aux questions religieuses. Questions religieuses, c'est-à-dire que, pour certains, critiquer l'islam voudrait dire que... Être raciste, donc. Être raciste, ça voudrait dire détester les musulmans. C'est deux sujets, alors que c'est deux sujets totalement distincts. Et racisme au sujet sexuel. Si je critique tel ou tel, sous ces questions de transphobie, par exemple, c'est pas parce que je déteste les gens. Je dis pas moi, mais je veux dire, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une judiciarisation du débat. Pour un oui, pour un non, on peut être menacé d'un procès. Alors même s'il y a souvent la menace ne va pas plus loin que la menace, mais enfin cette menace finit par être tellement répandue qu'elle est intériorisée et donc les gens s'autocensurent. C'est-à-dire qu'ils n'osent pas dire tout ou sur certains sujets, il faut prendre des périphrases pour dire les choses sans les dire. Donc il y a une atteinte à la liberté d'expression. Vous avez souvent, comme historien, dit il ne faut pas confondre histoire et mémoire. C'est deux choses. Et le devoir de mémoire, c'est une affaire parfaitement respectable, mais qui ne doit pas se confondre avec une perception juste de l'histoire. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, et la mémoire et notre capacité à constater le réel de l'histoire est entravée par la loi Guessot, par exemple, qui fait qu'il est impossible, et je comprends que c'est hyper tabou ce que je fais en ce moment. Mais je vais vous répondre, je pense que la loi Guessot n'était pas... Je pense que quelqu'un qui, dans l'espace public, dit non, il n'y a pas eu de génocide juif, ce qui est une erreur historique, qu'on impose une sanction à la personne qui tient ce propos mensonger, je trouve ça normal. Mais on n'avait pas besoin de la loi Guessot pour cela. Voilà. On n'avait pas besoin de la loi Guessot pour cela. Il y a une loi de la Troisième République, qui est la loi 1881 sur la liberté de la presse, qui est une loi très complète, assez bien faite, et je pense qu'elle est encore tout à fait valide. Elle a beau dater de plus d'un siècle, elle est encore valide. Et je pense que la loi de 1881 donnait les grandes libertés, donnait permettait ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, et là où il pouvait y avoir et devait y avoir sanction. Donc on n'avait pas besoin de la loi Guessot. Donc parce que je pense que la loi Guessot, non mais on peut critiquer la loi Guessot, c'est pas parce qu'on critiquer la loi Guessot ne veut pas dire être négationniste, vous voyez ce que j'espère bien. Ah non mais je sais bien, monsieur, mais vous voyez, non mais il y a des gens qui vont se servir de cet argument pour dire ah bon vous voulez pas la loi Guessot, c'est que vous êtes négatif. Mais non, je veux dire on n'avait pas besoin de la loi Guessot précisément pour contrer le négationnisme. Et plus encore, je crois qu'il est plus efficace de savoir qui serait le colporteur de pareilles idées pour en débattre, pour en discuter ou pour dénoncer simplement quelque chose qui est faux, complètement faux. Or, aujourd'hui, cette idée est tue. Donc, si elle est tue, elle est sous l'écran radar et autrement agissante parce que ça nourrit toutes les passions sombres.
Oui, c'est certain. Alors, ces passions elles sont marginales, mais je l'espère dans la cité française. Encore que, bon, malheureusement, on a un redout de l'antisémitisme assez inquiétant, mais qui est quand même dans une certaine frange, une frange identifiée de la population française, les populations issues de l'immigration, voilà, où il y a beaucoup d'antisémitisme. Hein. Les territoires perdus de la République, Bensoussan, dans son livre de 2002 déjà, hein, c'est le phénomène pas nouveau. Voilà. Maintenant, certains, ça crée des visions, ça nourrit des visions complotistes, etc. Donc, je pense que la liberté du débat est préférable. Donc, au nom de la vertu, est-ce qu'on prend des risques encore plus fondamentaux? Parce que c'est le paradoxe. Le paradoxe, bien sûr. Parce que c'est le refoulé. Oui, c'est le refoulé. Mais le refoulé, eh bien, il va macérer et il va sécréter des idées mauvaises, des idées fausses, et voilà. Et donc, c'est très malsain, dangereux. Jean-François Revel, que vous citez, qui fait partie probablement de ceux, avec Raymond Aron, qui résistaient au terrorisme intellectuel en d'autres temps, disait « Les écoles de journalisme ne sont pas des lieux où l'on enseigne particulièrement à rechercher l'information et à la contrôler. Les élèves y développent plutôt le sens de leur mission sociale au service d'une noble cause qu'ils définissent eux-mêmes et doivent aider à triompher. » À la suite de ce que nous venons de dire, est-ce que c'est encore, selon vous, un réflexe, sinon même, je dirais, un défaut de formatage? Oui, bien sûr. Et peut-être pas que dans les facultés de journalisme. Est-ce que l'université, est-ce que l'école ne formate pas? Bien sûr, elle formate au lieu d'enseigner des savoirs, simplement, elle enseigne des visions du monde, et elle impose des visions du monde. Et donc, mais, puisque c'était votre propos initial, c'est extrêmement vrai dans les écoles de journalisme. Et d'ailleurs, moi, ça m'amuse parce qu'en France, il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme d'école de journalisme pour être journaliste. Il y a des écoles de journalistes, bon. Mais moi, ce que je vois, c'est que la plupart des journalistes qui pensent librement ne sont pas issus... D'une école de journalisme. Oui, absolument. Voilà. Donc ça, je l'ai observé... dans toute ma carrière. Voilà. Donc, mais est-ce qu'on pense librement uniquement quand on pense comme vous, Jean Sévillia? Ah non, je mets les gens qui pensent comme moi dans un camp de liberté, mais enfin, je n'ai pas le monopole de la liberté. Enfin, même pas, je dirais même pas ma famille d'idées. Non, il y a des gens de gauche qui pensent librement. Hein. Il y a des gens de gauche, évidemment. Non, bien sûr, et c'est pas ma famille d'idées, mais j'en salue un certain nombre dans ce livre, et j'en ai croisé dans ma vie professionnelle. Il y a des gens qui pensent librement à gauche. Qu'est-ce que c'est penser librement, selon vous? Si vous aviez à... c'est exercer son propre esprit critique, je dirais à la Descartes, enfin, je veux dire, ne pas être répété des on-dit, ne pas penser mais moutonnièrement, voilà, ne pas accepter la parole du parti, quel qu'il soit, avoir la capacité de discernement, mais ça suppose du temps, de la lecture, de la culture, ça passe par beaucoup de travail, en fait. Mais dire non, c'est toujours courir le risque de se mettre au banc de ceux avec qui on était, de se retrouver au froid alors qu'on était au chaud avec le groupe. Pour revenir sur les intellectuels communistes, il y a eu beaucoup d'intellectuels... Solzhenitsyn et Kravchenko dont vous parlez, qui sont des retours du RSS, disons les choses comme ça, qui dénoncent de l'intérieur. Alors, la plupart de ceux qui nous écoutent ne savent peut-être pas qui est Kravchenko, mais l'histoire est formidablement intéressante. Elle est formidablement intéressante. C'était un citoyen soviétique qui a fui à l'extrême fin de la Seconde Guerre mondiale, qui s'est réfugié aux États-Unis. Et là, il a publié un livre qui s'appelait I Choose Freedom, J'ai choisi la liberté, qui a été publié dans une 50aine de langues, ce livre. Et en France, ce livre a été fait l'objet d'un procès parce que les communistes français ont attaqué ce livre qui dénonçait le système soviétique, qui expliquait qu'il y avait des camps de concentration en URSS, etc. Et donc les communistes ont pu lancer une campagne contre Kravchenko pour dire que c'était un menteur, un fausseur, un agent des Américains, un agent de la CIA, et qu'au fond, il avait des sympathies nazies. C'est pour ça qu'il avait quitté l'URSS. Donc tout un système de mensonges, et Kravchenko, c'est à travers ses agents français, on a fait un procès aux journaux communistes. C'était en 1947 ou 49, j'ai un trou de mémoire au moment où je le dis, peu importe. Mais c'est une affaire formidable. C'est
C'est-à-dire qu'on voit comment cet homme qui disait la vérité, précisément, il disait la vérité, mais on a voulu le faire mentir. Et si on lit son livre, je veux dire, c'est une faible partie d'ailleurs de la réalité soviétique. Mais enfin, cet homme montre ce système policier, totalitaire, concentrationnaire. Et à l'époque, les communistes disent non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Il n'y a pas de camp en URSS. Kravchenko est un menteur, un faussaire. Et Solzhenitsyn a longtemps le même problème. Et Solzhenitsyn, absolument, 20 ans ou 25 ans après, a eu à affronter le même problème. Il faut se rappeler que l'archipel du Goulag, qui paraît à Paris en 1973 en russe, dans une première version, ensuite le livre va être traduit dans toutes les langues, évidemment, mais est un livre qui a été mal accueilli pas seulement par les communistes, mais toute une partie de la gauche ne voulait pas voir cette réalité-là, parce qu'il y avait encore un peu le mythe de la patrie du socialisme et qu'on ne voulait pas dire du mal de l'URSS. Oui. Et les mises en garde faites par Solzhenitsyn à l'époque sur notre défaillance de penser ou notre incapacité à voir le réel sont encore aujourd'hui, je dirais, d'une lucidité confondante. Confondante, c'est exactement ça. Et ce qui est terrible, c'est que Solzhenitsyn, enfin, on est dans les années 70 et au fond, on s'aperçoit qu'il faut recommencer pratiquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'œuvre de Solzhenitsyn n'est peu lu, très très peu lu. Puis on s'est aperçu qu'ultimement, Solzhenitsyn n'est pas simplement un défenseur des droits de l'homme, c'était un défenseur des droits de l'âme, c'était un patriote russe, un chrétien, ça lui était reproché, et que dans le fond, son idéal n'était pas le capitalisme américain, c'était autre chose, voilà, c'était pas la société de consommation, et donc, y compris des gens de gauche qui au départ avaient beaucoup soutenu Solzhenitsyn, au fond, l'ont lâché quand ils sont aperçus le fond de sa véritable pensée. Mais vous mettez naturellement la table pour quelque chose qui est aussi très important et qui était dans notre angle mort jusqu'à maintenant, cette apparente connivence dans le registre du terrorisme intellectuel entre la gauche et la droite sur le marché tout-puissant, qui devient une idée dominante. Enfin, c'est un rouleau compresseur. C'est la logique de l'Europe ici, de la libre circulation, des marchandises d'abord, et ensuite des individus, mais du capital. Et là-dessus, apparemment, il n'y a pas eu vraiment de divergence d'opinion. Non, bien sûr. C'est très bien réussi, ça. Oui. Et tous ceux qui voulaient se mettre en travers de ce rouleau compresseur ont été les victimes de la méthode du terroriste intellectuel. Mais là, ils étaient à gauche et à droite. Tout à fait. Non, il y a cette logique du tout-consommérisme qui est au fond unit la gauche et la droite. Alors avec la droite va être plus sur le marché, mais enfin la gauche, après tout, s'est ralliée au marché. La gauche est plus sur le social, mais au fond, la droite a accepté le social. Enfin, je veux dire, il y a une sorte de rapprochement entre les libéraux libertaires et les libertaires libéraux. Enfin, je veux dire, et donc il y a une sorte de connivence générationnelle, culturelle. Donc, dans une perspective marxiste, est-ce que ça serait la synthèse? mais est-ce qu'on serait arrivé à deux oppositions qui nous font voir cette synthèse qui serait le marché? Là où la gauche et la droite, main dans la main, peuvent manger à la même table. Oui. Non, mais c'est vrai. Et donc, tout ce qui va contre la loi du marché, les puissances d'intégration, les puissances de racinement, c'est mal vu. Voilà. C'est pour ça que droite et gauche confondues, au fond, se méfient de la nation, parce que la nation, c'est du puissance d'intégration. Droite et gauche confondues se méfient de la tradition, parce que la tradition, c'est un lien, évidemment, entre les générations. Il y a une connivence, en effet. Voilà. Mais en même temps, il y a parfois aussi un réveil des peuples. Un grand artiste marocain disait « La tradition est le futur de l'homme ». Ah, je ne connais pas cette phrase, elle est belle. Elle est belle, non? Ouais. Mais c'est extraordinairement audacieux dans le monde d'aujourd'hui de dire ça. Oui, absolument. Je ne connaissais pas cette phrase. Oui, bien sûr. En rupture avec le discours dominant. En rupture avec le discours dominant, mais nous sommes d'ailleurs dans le discours actuel, c'est un discours de la rupture. En général, on veut rompre. Il y a cette idée
qui est très forte en France, qui est très forte en France parce que c'est accéléré par une culture qui vient de la Révolution française. Hein. Et d'ailleurs, dans le terrorisme intellectuel, il y a le mot terreur. Hein. Moi, je le rappelle. Hein. La Révolution française, c'est à la fois 1789, les droits de l'homme, etc., mais c'est aussi 1793, c'est la terreur. C'est je coupe la tête de celui qui ne pense pas comme moi. Voilà. Ça, c'est l'ultime rupture. Oui, c'est l'ultime rupture, oui, mais le terrorisme intellectuel, au fond, c'est ça. C'est l'idée, tu ne penses pas comme moi, alors je te coupe pas la parole, moi je te coupe pas la tête, mais je te coupe la parole. Je te coupe la parole, tu n'as plus le droit de parler. Donc c'est l'idée qu'il y a des citoyens qui sont légitimes et d'autres citoyens qui ne sont pas légitimes. Des bonnes paroles et des moins bonnes paroles. Mais ça nous ramène à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité de dire non. Et de se mettre à risque d'être loin de ceux avec qui tout le monde n'a pas ce courage-là. Et protégé dans le groupe. Tout le monde n'a pas ce courage-là. Mais il faut savoir rompre à certains moments dans la vie, surtout quand l'essentiel est en jeu. Voilà. Il y a l'honneur, il y a l'avenir, il y a... Ouais, il faut savoir aussi taper du poing sur la table. Il y a certains moments, il faut savoir dire non. Les grands hommes de l'histoire, il y a un moment de leur vie où ils ont dit non. Ça s'appelle Les habits neufs du terrorisme intellectuel. C'est la version revue, corrigée, augmentée de ce que vous aviez écrit en 2000. Et là, je vous ai vu sourciller. Non. Je n'ai pas corrigé. J'ai revu peut-être. J'ai augmenté, mais je n'ai pas corrigé. Donc, je suis corrigé. J'avais raison, hein? Ça vous a fait sourciller. Merci beaucoup, Jean Sévillat. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire? Non, je vous remercie beaucoup. Je vois que vous m'avez lu avec attention et je vous en remercie. C'est une conversation sinueuse et par moments, je dirais, où on était au bord du précipice, mais c'est comme ça que je les aime, les conversations. Et peut-être que c'est ce qu'on se souhaite à tous, c'est-à-dire d'être libéré de la peur, de dire des choses qui pourraient déplaire ou choquer, non? Oui, tout à fait. Ça fait partie des... la vertu de courage est aussi... la parole libre est une application de la vertu de courage. Merci beaucoup, Jean Sévillat. J'espère que ça vous a plu. Encore une fois à la maison, si c'est le cas, vous mettez un petit pouce, vous nous likez, comme on dit en français de l'Académie. Vous pouvez vous abonner, c'est encore mieux. Jeanne Croteau est à la réalisation, Philippe Lorange à la recherche, Stéphane Bureau au microphone. Merci beaucoup et à très bientôt.